J'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la cathédrale magnifique et pleine d'histoire de Notre-Dame qui a été entièrement restaurée. Oui, c'est Donald Trump qui a déclaré ça il y a quelques heures maintenant sur son réseau social. Donald Trump qui sera donc à Paris pour cette réouverture. On en parle avec toujours Valérie Nataf, avec Gallagher Fenwick et avec Jean-Marie Le Guen. Alors rappel, je le disais tout à l'heure, le jour de l'incendie, le 15 avril 2019, Donald Trump, il était président. Et il avait même suggéré aux autorités françaises d'envoyer des avions bombardiers d'eau, ce qui n'a pas franchement convaincu tout le monde. On va réécouter Donald Trump à l'époque. Cela fait partie de notre histoire, de notre culture, de nos vies. C'est une superbe cathédrale. J'y suis allé et je l'ai vue. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a probablement aucune cathédrale comme celle-là dans le monde. C'est une scène terrible. Ce sera une image extrêmement forte, Gallagher. Il faut préciser que ce sera son premier déplacement depuis son élection le 5 novembre. Très très joli coup de communication de la part de Donald Trump, parce qu'il faut le savoir, pour les Américains, Notre-Dame, c'est une cathédrale qui est chérie, qui est adorée, ça dépasse toute couleur politique. D'ailleurs, ils ont donné énormément, beaucoup de millions. 70 millions de personnes n'a donné plus que les Américains. Il y aura d'ailleurs un grand dîner qui sera organisé en marge de cet événement, réservé justement aux donateurs américains. Vous en avez qui ont donné, il y en a une ou un, on ne connaît pas, qui a donné 50 millions de dollars. On est arrivé jusqu'à 70 millions de dollars. Il y a à peu près 340 000 donateurs. Les Américains ont toujours donné pour Notre-Dame, mais au moment de l'incendie, ce sont les premiers à appeler. Notamment la Société des Amis de Notre-Dame, à la fois ici, à New York. Et il y a ces histoires d'Américains qui appellent en larmes en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» et qui donnent très, très généreusement. Et souvent des Américains qui ne sont pas forcément religieux, spirituels, ni même catholiques, des grandes familles juives dans l'esprit du Tikkun Olam, de la réparation du monde, qui ont donné, qui ont beaucoup donné. Et c'est un élan de générosité, je crois, auquel les Français, en tous les cas ceux qui sont au courant et qui ont reçu donc ces donations, veulent répondre. Et donc il y a cette volonté de l'accueillir aussi bien que possible, en mettant de côté les controverses, tous les aspects très colorés du personnage, parce qu'il va incarner justement cette Amérique qui est amoureuse de Notre-Dame. Et juste un tout petit mot pour dire que les Américains avec lesquels je m'entretenais avaient l'impression de vivre, quand Notre-Dame était en flammes, une sorte de 11 septembre à l'étranger. C'est dire le niveau d'émotion généré par ces images qui ont marqué le monde. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, là il n'est pas président encore, oui. Il n'est pas investi, il va falloir attendre quelques semaines. C'est pas Joe Biden là qui s'invite, c'est Donald Trump. Il est déjà président en réalité dans les faits des États-Unis. Oui, absolument, vous avez raison. Et je trouve, indépendamment de toutes les très bonnes raisons pour sa venue que vient d'énumérer Gallagher, il y a là un coup à la fois pour Donald Trump, qui s'oppose donc en président, non pas élu, mais déjà effectivement président des États-Unis, et puis d'une certaine manière, un coup pour Emmanuel Macron, parce que dans les crises politiques que nous venons d'évoquer, le premier entretien qu'aura Donald Trump avec un chef d'État étranger, ce sera avec le président français, à l'occasion évidemment de la réouverture de Notre-Dame, mais des deux côtés, c'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Oui, alors on est allé rechercher justement les images de la dernière rencontre des deux hommes sur le territoire français. C'était en août 2019, c'était un G7 à Biarritz. Effectivement, oui, G7. Il y avait eu vraiment le tête-à-tête, un dîner ou un déjeuner, je crois même, entre les deux hommes. Le rapport de force aura changé, non? Un Donald Trump qui revient plus puissant que jamais face à un Emmanuel Macron peut-être plus affaibli que jamais? Oui, mais... Déjà, à Biarritz, le rapport de force était déjà là. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment Donald Trump a-t-il l'intention de traiter les Européens et parmi eux les Français, et comment Macron est capable de se positionner par rapport à cela. Donc il y aura, si ce moment a lieu, il devrait avoir lieu logiquement, mais c'est un moment compliqué à gérer au plan diplomatique, parce que, étant donné ce qu'est Donald Trump, Macron ne peut pas complètement l'embrasser sans réserve, et en même temps, il doit absolument se mettre en situation d'être un interlocuteur potentiel de Trump au regard des menaces puissantes de Trump
vis-à-vis de l'Europe. Si la politique de Trump était mise en œuvre, et elle risque de l'être, ça va secouer beaucoup les économies européennes, ce qui nous ramène d'ailleurs au débat précédent sur la situation du pays. Mais donc, ça va être un moment très intéressant, une partie très compliquée, me semble-t-il, non pas pour Donald Trump, mais pour le président de la République. Autre déclaration, il faut qu'on s'y arrête, c'est très important, de Donald Trump également ces dernières heures. Le prix à payer sera terrible. Le prix à payer sera terrible, dit-il, si les otages à Gaza ne sont pas libérés avant son investiture à Donald Trump. Et là encore, il a dit sur son réseau social. Il ajoute, tout le monde parle des otages qui sont détenus de manière si violente, inhumaine et contre la volonté du monde entier au Moyen-Orient, mais ce ne sont que des paroles et il n'y a aucune action. Gallagher Fenwick, est-ce que vous imaginez que lui, ce sera au-delà des paroles, qu'il pourrait effectivement passer à l'acte ? Quels actes ? Parce que si vous voulez, c'est un discours, donc Donald Trump, c'est le roi du rapport de force. Donc il dit ça face aux Chinois, il dit ça face aux Russes, il dit ça maintenant, j'imagine, face au Hamas. Mais quand il dit ça va être l'enfer sur Terre, quand on voit l'état de la bande de Gaza et que vous avez des grands académiciens spécialistes du fait génocidaire, plusieurs d'entre eux israéliens juifs qui vous disent il y a un génocide à Gaza, que voulez-vous qu'il puisse faire militairement parlant de pire que ce qui se déroule actuellement à Gaza. Par ailleurs, la réaction la plus intéressante à guetter sur cette question-là, c'est celle des familles des otages, qui ne demandent pas qu'il y ait plus de bombes et plus de dévastation, mais qui demandent qu'il y ait justement l'inverse, à savoir un cessez-le-feu, afin d'avoir un accord qui puisse mener à la libération des otages. Mais Benyamin Netanyahou n'est-il pas décrié parce que, selon les familles, il ne fait pas suffisamment pour libérer les otages ? Mais exactement. Et qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande à Benyamin Netanyahou de parvenir à un accord. Oui, pas par la force. Oui, pas par la force. Les familles, elles ne demandent pas qu'il y ait plus de militaires qui rentrent dans Gaza, qu'il y ait plus de bombes qui continuent de pleuvoir sur Gaza. Elles demandent exactement l'inverse, qu'il y ait une solution négociée afin de faire sortir celles et ceux qui sont encore en vie. Il y a encore quelques jours, une toute dernière et infâme vidéo qui a été publiée sur Eden Alexander, qui est forcé de s'adresser au monde, et à commencer par Donald Trump. Et c'est à cela que Donald Trump réagit sans doute. Pas certain que ce soit un message qui était très positivement reçu par les familles des otages. Quant à la logique dans laquelle sont ceux qui sont encore prêts à se battre dans Gaza, leur projet, c'est de mourir en martyr. Donc si Donald Trump promet d'ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza, c'est cadeau. Oui, Jean-Marie Le Guen. Moi, je pense que tout ce que vous venez de dire est tout à fait juste, mais je pense, si j'étais Benjamin Netanyahou, je pense aussi que cette déclaration, elle est sur moi. Elle n'est pas que sur les gens de Gaza. C'est intéressant. Et je pense que vous savez qu'il y a des négociations qui ont lieu en ce moment au Caire entre le Hamas et l'OLP, le Fatah. Ils sont parvenus à un accord. Alors, je pense que tout ça participe. C'est-à-dire que comme Donald Trump ne veut pas se mettre au niveau de Biden, c'est-à-dire dans la diplomatie, et qu'il joue sa partition, qui est celle, évidemment, du mammouth, bref, pas besoin de caractériser. Et donc, en jouant ce discours-là, il intervient à un moment donné où, à mon avis, il fait pression sur tout le monde et pas que sur, effectivement, le Hamas. Donald Trump a une exigence, et il l'a formulée à l'endroit de Netanyahou. Il veut qu'il y ait un cessez-le-feu, il veut plus de guerre avant qu'il arrive en fonction, donc le 20 janvier. Il veut que l'histoire soit réglée avant le 20 janvier. Oui, Valérie. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette prise de position de Donald Trump, et écoutez-moi bien, parce que je ne dirais pas si souvent que ça que sa position est intéressante, c'est que autour de la question des otages, le pire, c'est le silence. Et que faire du bruit autour de la question des otages, c'est d'une certaine manière faire avancer le cessez-le-feu, la pression sur Netanyahou, la pression sur le Hamas. Voilà. Il a, d'une certaine manière, assez paradoxalement, Donald Trump, avec ses outrances, cette fois-ci, ça peut servir parce qu'il sert de porte-voix, y compris aux familles des otages. Je pense que, effectivement, la rhétorique du feu de l'enfer, etc., c'est une chose à part. Mais parler des otages dans un monde occidental qui souvent met ça un peu sous le boisseau parce qu'il y a d'autres choses à régler, évidemment, la situation humanitaire terrible à Gaza, etc. Mais voilà, Donald Trump a au moins cet avantage. Quand il parle, ça fait du bruit et ça s'entend. Allez, intéressant, oui. Le qui a dit.
Qui a dit qu'il faut aller plus loin pour dégriser nos voisins européens qui, de mon point de vue, ont perdu la raison? Elle est pas mal, celle-là. Elle est un peu difficile. Géorgien? C'est le politologue Sergueï Karaganov, qui est le président honoraire du Présidium du Conseil de la politique étrangère et de défense de Russie, considéré comme un proche de Poutine, qui a été interviewé par Le Figaro. Et attention, regardez ce qui va suivre. Voilà ce qu'il a déclaré surtout. La dissuasion nucléaire ne fonctionne plus. Il faut réintroduire un fusible nucléaire dans l'ensemble du système international. Et il ajoute « J'encourage la Russie à progresser sur l'échelle de l'escalade vers la dissuasion et l'intimidation. » Je le rappelle, il est présenté comme un proche de Poutine. Est-ce qu'il faut lire entre ces lignes la stratégie très nette et ouverte de Vladimir Poutine aujourd'hui au Kremlin? En fait, si vous voulez, les Russes donc, qui pratiquent sous l'égide de Vladimir Poutine le signalement et donc la dissuasion, en mode oratoire mais aussi militaire, avec des exercices conjoints ou des mises en situation, commencent à arriver à court d'éléments. Donc tout cela participe de cette logique qui est une logique d'intimidation qu'il ne faut absolument pas la balayer d'un revers de la main en disant c'est n'importe quoi. Il faut être préoccupé, mais il faut rester serein et concentré, comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Il y a, on reparle toujours du même personnage, une sorte de sprint avant le 20 janvier, l'investiture de Donald Trump. Et donc chacun avance ses cartes, essaye de faire le plus mal possible à l'adversaire et le plus peur possible à l'adversaire, aux adversaires. Donc tout cela s'inscrit dans cette logique. Il y a quelques jours, ces mêmes personnages, donc dans ceux qui gravitent autour de Karaganov, suggéraient la conduite d'un essai nucléaire réel en Nouvelle-Zélande, dans ce petit archipel qui est au nord de la Sibérie. Donc il y a dans ces éléments, à la fois oratoires et encore une fois dans la pratique, cette volonté, et c'est dit, de dissuader. Dissuader de faire quoi? De s'en prendre davantage à la Russie, de la laisser continuer à ce qu'elle a envie de faire en Ukraine. Alors je vous ai vu réagir, Jean-Marie Le Guen, effectivement. Alors peut-être à ces mots précisément, j'encourage la Russie à progresser sur l'échelle de l'escalade vers la dissuasion et l'intimidation. C'est la logique de la politique de Poutine depuis 2008 à peu près. Et maintenant, ils sont obligés, pour la raison que vient de dire notre ami Gallagher, c'est qu'ils ont obligé de monter la marche nucléaire dans le cadre de l'intimidation. Mais toute leur logique est un retour de puissance. En gros, ils disent, mais écoutez, nous, on a des armes nucléaires plein les bras, et on ne nous écoute pas, et on ne veut pas nous donner l'empire auquel on prétend avoir droit, etc. etc. Donc, voilà, c'est le fond de la pensée russe, poutinienne. Pas que poutinienne, c'est un peu plus large, pas qu'un dictateur, malheureusement. Et donc, voilà, et on voit quand même qu'il y a, un peu comme ces Russes d'ailleurs, qui sont capables d'avoir une pensée politique et stratégique assez raffinée, d'un certain point de vue. Il dit publiquement des choses qui sont le fond de leur pensée et contre lequel, eh bien, il faut que nous ayons non pas des réactions émotives seulement, peut-être un peu d'émotion, mais surtout beaucoup de réactions stratégiques par rapport à la stratégie de la Russie qui est durablement inscrite, et c'est pour ça que M. Trump fera peut-être un petit cessez-le-feu momentané, et je l'espère dans des conditions qui seraient vaguement acceptables, mais on aura de toute façon le problème russe en Europe, et donc à nos frontières, nous les Français. Qui est tiède et qui est là et qui est présente en Europe. Ça va nous coûter en matière de défense, ça va nous coûter en matière de défense d'un certain nombre de valeurs, ça va nous coûter en termes de géopolitique, ça va nous coûter en termes d'alliance internationale et de compréhension, y compris par les Français, et pas simplement par le président de la République et 3 ministres autour, des enjeux majeurs en termes de prospérité, de souveraineté, de liberté. C'est ça qui est en jeu. Le cadre, le contexte, et parallèlement les Russes qui ont parcouru 725 km en novembre. Là, je reviens sur le front, mais c'est une montée en puissance à tous les niveaux de la Russie en ce moment. Le gain territorial, celui dont je viens de vous parler, c'est le plus important en un mois depuis mars 2022. Donc, dès les premières semaines de la guerre, en réalité. Pour en parler, on prend la direction du terrain pour vous retrouver. Solène Rioux, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Avec Pauline Normand, vous êtes à Poltava. L'Ukraine ne parvient plus visiblement à se défendre. Solène, est-ce que c'est la bonne analyse et peut-on dire que le front est en train de s'effondrer?
Alors non, on ne peut pas encore dire que le front est en train de s'effondrer, mais c'est vrai que ça ne sent pas très bon pour les Ukrainiens, en particulier dans le Donbass, dans la région de Donetsk, où les Russes poussent particulièrement dans 2 directions. Déjà en direction de Pokrovsk, qui, vous le savez, est une ville très stratégique car un nœud logistique important. Les Russes se sont rapprochés à environ 6 km de la ville et ils poussent très fort également un petit peu plus dans le sud-est du Donbass, de la région de Donetsk, au niveau des villes de Velika, Novosilka et de Kourakove. C'est vraiment là-bas, dans cette zone, que les combats sont actuellement les plus meurtriers. Nous, hier, avec Pauline Lormand, on était sur le front de Zaporijjia, qui est relativement figé depuis la perte de la ville de Robotyne en avril dernier. Mais les soldats nous expliquaient que le rapport de force, le rapport de feu est largement favorable à la Russie, avec un obus ukrainien tiré pour 7 obus russes. Leur commandant nous expliquait même que pour les Russes, je cite, c'est facile, ils peuvent balancer n'importe quoi, n'importe quand, alors que pour nous, c'est un véritable casse-tête de savoir quelles munitions utiliser, un drone, un obus ou encore une pièce d'artillerie. Il faut constamment réfléchir pour savoir ce qui va être le plus efficace, et puis surtout, ce qui met énormément en difficulté les Ukrainiens, ce sont les bombes planantes, puisque les Russes en disposent de milliers. Ils les utilisent sur les lignes de défense ukrainiennes et cela écrase tout sur leur passage. Les Ukrainiens ont donc dû revoir leur stratégie de défense pour adopter une stratégie plus souple, plus élastique, ce qui les contraint évidemment à reculer pour sauver des vies humaines. C'est pour ça qu'on a cette impression d'effondrement du front, mais pour l'instant, ça reste un recul relativement contrôlé. Merci beaucoup Solène Riou, merci à Pauline Lormand avec vous sur le terrain Gallagher-Fenwick. Alors on apprend dans le même temps que les États-Unis ils vont fournir une aide militaire supplémentaire de 725 millions de dollars pour l'Ukraine. Il y avait Olaf Scholz qui était sur le terrain. Allez, on repose la question de la prise de conscience dans la dernière ligne droite, peut-être. Non, bien sûr, il y a autre chose qu'il faut ajouter à l'excellent commentaire de Solène Riou à l'instant, c'est certes la capacité russe, notamment à travers d'une détermination industrielle à fournir cette armée en quantité significative de munitions petites et moyennes, notamment ces obus qui pleuvent sur l'Ukraine, mais aussi cet incroyable cynisme poutinien. On parle de pertes matérielles pour les Russes, équivalent 43 milliards de dollars de pertes matérielles pour les Russes, rien que sur le mois de novembre, c'est quand même considérable. Et pertes humaines, 50 000 hommes tués. Sur une seule journée, plus de 2000. On est au-delà des chiffres de Verdun durant la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qui a, dans une certaine mesure, été sous-estimé à la fois par nous, mais surtout par les Ukrainiens qui le reconnaissent, qui n'avaient pas vu bien qu'on connaisse, et ils connaissent bien l'histoire soviétique, les batailles de Koursk, de Stalingrad, ce sens du sacrifice, mais qui dépassent l'entendement parce que eux le vivent, ils y sont confrontés, ils les voient, ces vagues humaines envoyées au hachoir à viande, et se pose cette question qui était posée tout à l'heure en bandeau: qui peut arrêter les Russes ? Qu'est-ce qui peut arrêter les Russes ? On s'est penché sur le versant économique de cette affaire. Les gens qui n'arrivent plus à se payer du beurre, le beurre qui est désormais sous scellé, cadenassé dans les supermarchés russes. Et quand même, il y a des vraies difficultés. Ces vagues d'hommes qui vont à la mort. Ce matériel détruit en quantité industrielle. Et pourtant, ce rouleau compresseur qui continue de dérouler lentement, mais assez inexorablement. Ça a été très bien dit par Solène, j'en termine par là. Pokrovsk, qui n'est pas n'importe quelle ville, elle est nodale, c'est un nœud logistique. Si elle tombe, l'effort est déjà très compliqué par les Ukrainiens, il va le devenir davantage. Allez, dans un instant, la motion de censure contre le gouvernement, Michel Barnier, peut-elle être évitée ? Il y a un homme pour le croire, surtout pour le dire et le faire savoir ce matin, c'est Bruno Retailleau sur TF1. Moi, je fais le pari d'abord que Michel Barnier, nous parviendrons à écarter la motion de censure. Alors, que va-t-il se passer à partir de maintenant ? Est-ce qu'elle pourrait être évitée, cette motion de censure ? Et si elle est votée, qui pourra remplacer le Premier ministre ? C'est le cœur de nos questions. Les questions principales, on se les pose et surtout on apporte les réponses. À tout de suite.